Nous voici de retour. Alors, je rappelle que, d'abord, bienvenue au public présent sur l'espace des Fig Talk. Je rappelle qu'en même temps, nous sommes aussi filmés en streaming. Donc, il y a les internautes qui nous rejoignent et vous pourrez, vous aussi, revoir, pourquoi pas, la conférence plus tard via le site internet et vos identifiants. Voilà. Alors, je vais laisser la place à messieurs Saber Jouini ainsi que Christophe Estebanez qui représente Netskope pour parler de Netskope New Edge au service de la sécurité unifiée. Messieurs, c'est à vous. Très bien, bonjour à tous. Alors je ne sais pas si vous m'entendez bien, c'est toujours un peu compliqué de s'adapter à la distance du micro. Alors je me présente rapidement, je suis Christophe Estebanez, je m'occupe des ressources avant-vente pour l'Europe du Sud chez Netskope. Et Saber Jouini ici est chef produit sur Netskope également. Okay. Bonjour à tous. Bonjour. Alors peut-être tu peux enchaîner le slide. Très bien. Alors on va vous parler rapidement aujourd'hui de Netskope. Netskope, c'est une société qui est née dans le cloud pour la sécurisation de vos applications dans le cloud. Donc on est vraiment finalement le cloud pour le cloud en termes de sécurité. On va proposer tout un tas de services sécurité qui finalement adhèrent au marché dit du SSE, okay, et plus largement finalement au marché du SASE. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas vous présenter Netskope et l'ensemble des fonctions parce que ce serait très très long. Mais je vous invite à passer sur le stand pour pouvoir écouter tout ça. L'idée, c'est de vous présenter finalement quel est le meilleur atout de la solution Netskope. Ce meilleur atout, c'est ce qu'on appelle New Edge. L'idée, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où votre trafic applicatif et de vos utilisateurs va passer par nos infrastructures, il faut qu'on soit capable de vous délivrer un niveau de service qui soit parfait. Donc on s'appuie finalement sur un réseau qu'on appelle New Edge, qu'on a nous-mêmes construit, qui est composé d'environ 70 points de présence dans le monde, dans divers pays. Et chacun de ces points de présence va exécuter l'ensemble des services de sécurité. Donc il y a une consistance totale en termes de services de sécurité. Il n'y a pas certains pays qui vont héberger certains services de sécurité et d'autres pays qui vont en héberger d'autres. On est vraiment consistant. Donc finalement, quels que soient les mouvements de vos utilisateurs dans le monde, ils vont pouvoir être sécurisés de la même manière. Ce réseau New Edge, il est propriétaire de Netskope. Ça veut dire qu'on a nous-mêmes fait les investissements. On ne va pas s'appuyer sur des services cloud providers publics comme du Amazon, comme du GCP ou Azure ou autre. Et l'idée, c'est que finalement, on puisse maîtriser l'ensemble des SLA, l'ensemble de la latence, l'ensemble des performances, ou tous les paramètres qui nous permettent de grossir et d'investir là où il faut. Malgré tout, on a beau avoir environ 70 points de présence dans le monde, on est régulièrement confronté à des problématiques où certains clients ont des utilisateurs qui sont dans des pays qui sont non couverts et souhaitent accéder à des contenus qui sont régionalisés. Donc on a des solutions pour ça et on a des innovations. Est-ce que Saber, peut-être, tu peux nous présenter un petit peu comment on va surmonter ce concept? Oui, alors on a ce qu'on appelle localization zones. En gros, c'est des points de présence. En fait, on a 70 régions, comme a dit Christophe. C'est 70 régions, pas 70 points de présence, parce que, par exemple, en France, on a 3 data centers différents. Donc, pour certains pays où on n'a pas ces POP, on a ce qu'on appelle localization zones. Donc, quand on a un utilisateur, par exemple en Pologne, qui veut accéder à Internet via Netskope, le POP le plus proche de lui, c'est un POP en Allemagne, donc à Francfort. Le souci, c'est que le contenu de ce site web, sans cette localisation zone, serait un contenu allemand. Donc, avec la localization zone, l'utilisateur va se connecter au POP Netskope de Francfort. Et on va lui attribuer une IP source qui est localisée en Pologne. Cette IP va lui permettre d'accéder à des contenus comme s'il était en Pologne, sur son pays d'origine. Donc ça va lui permettre d'accéder à du contenu avec une langue polonaise. Ça va lui permettre aussi d'accéder à des sites web de gouvernement qui font du filtrage sur l'adresse source. Donc il va avoir la même expérience utilisateur comme s'il était avec une IP polonaise ou via un POP polonais. Donc ça, c'est le premier cas d'usage pour les localization zones. On a aussi un autre cas d'usage qui est la résilience et garder la même expérience utilisateur pour la résilience. Dans certains pays, on n'a qu'un seul POP. Donc quand pour une raison X ou Y, on bascule, donc il faut garder la même expérience utilisateur. Donc on a ces localization zones, donc chaque data center peut porter des IP d'autres localisations.
Par exemple, ici, on peut prendre un exemple qui est au Mexique. Donc, on a un data center au Mexique. Si celui-là bascule, on a 6 autres data centers aux États-Unis, en Amérique du Sud, qui portent des IP mexicaines. Donc, l'utilisateur, d'un point de vue contenu, accès, gardera la même expérience utilisateur, même si on bascule d'un data center à l'autre. Très bien, merci Saber. Alors, du coup, pour un peu synthétiser cette première séquence, vous avez bien compris que finalement, le trafic de vos utilisateurs à destination de vos applications va passer par nos infrastructures. Cette infrastructure, elle est caractérisée par le réseau du Edge et on a capacité effectivement à régionaliser le trafic en ayant des IP dédiés par pays pour l'ensemble des 200 pays à couvrir très prochainement. Malgré tout, il y a un autre aspect souvent qui survient dans les discussions, c'est que à partir du moment où le trafic passe par nos infrastructures, il va sortir de nos infrastructures vers vos applications. Donc ça veut dire finalement que l'IP source qui va être présentée à vos applications sera notre IP. Et cette IP, elle est partagée pour l'ensemble des clients qui passent par ces points de présence. Il y a certains clients, et même de plus en plus, qui souhaitent vraiment avoir la certitude qu'ils peuvent filtrer sur cette IP source de manière unitaire. Donc Saber, est-ce qu'on a des mécanismes aujourd'hui qui sont assez spécifiques, qui permettent de s'assurer finalement qu'on soit dans un concept vraiment zéro trust sur cette partie transport? Oui, aujourd'hui, on a une fonctionnalité qui peut offrir à nos clients des adresses IP dédiées par POP. Donc, ils sont utilisés que par ce client-là, potentiellement sur plusieurs tenants. Donc, aujourd'hui, cette fonctionnalité peut donner à un client 2 IP par point de présence. Donc, ça va nous permettre ici d'avoir des IP qui pourront utiliser sur des applications SaaS pour un filtrage sur de la source, pour éviter que d'autres clients potentiels accèdent aux mêmes ressources du premier client. Donc, un autre avantage à cette fonctionnalité, c'est ne pas avoir une réputation d'IP qui serait partagée entre tous nos clients. Vous savez, il y a des organismes qui notent la réputation des IP qui sont utilisés pour véhiculer des malwares, des threats, etc. Donc, cette solution va donner l'opportunité à un client d'avoir sa propre réputation parce qu'elle serait jugée que sur son trafic à lui, pas sur le trafic des autres clients Netscope. Un autre cas d'usage, c'est rajouter plus de sécurité, comme on a dit, sur du filtrage des applications SaaS, parce qu'il y a de plus en plus de clients qui nous demandent, on aimerait bien autoriser l'accès à notre application SaaS qui est vraiment risquée parce que ça représente notre business, que via des IP Netscope qui nous sont dédiés. Et ça peut éviter, en cas de hacking, de récupération de comptes, de login, password sur cette application, de se faire attaquer par d'autres utilisateurs, des clients Netscope ailleurs, en essayant d'utiliser d'autres IP. Donc, seuls les IP de ce client qui lui sont dédiés par POP seront autorisés par rapport à ça. Et du coup, je vais juste revenir parce que ça, c'est combiné vraiment à notre New Edge avec les capacités qui lui sont associées. Et en fait, le choix qu'on a fait d'avoir notre propre infrastructure et pas une infrastructure basée, comme a dit Christophe, sur du GCP ou de l'Azure ou de l'AWS, c'est vraiment d'être autonome, d'être maître de notre destin, de prendre nos décisions, comparer les différents points de présence, comparer les matériels, le choisir et aussi choisir avec qui on va faire du peering, du routage. Ce réseau-là, C'est bon, c'est bon. okay. Ce réseau-là, en fait, nous permet aujourd'hui d'avoir un des meilleurs peering au monde, avec plus de 2200 points d'adjacence BGP, en étant peeré à plus de 530 ASN uniques. C'est ce choix-là de notre propre infrastructure qui va nous permettre, en fait, de faire ces choix-là, de délivrer des features comme Dedicated Egress IP, comme Localization Zone, parce qu'on est maître de cette infrastructure de A à Z, maître du peering, maître des matériels utilisés, et ça nous permet de travailler sur des nouvelles fonctionnalités, que ce soit réseau ou sécurité. Et parmi aussi ces points de présence, en fait, on en a 4 en Chine mainland, entre autres, qui font partie des pays qui sont très demandés par nos clients internationaux. Et du coup, avoir cette infrastructure-là qui est gérée entièrement par nous permet de faire ce genre de choix.
Très bien, merci Saber. Alors c'est vrai que c'est un petit peu technique, on va peut-être illustrer par un exemple. Un jour quelqu'un m'a dit c'est pas parce qu'ils ont les yeux fermés qu'ils sont en train de rêver. Donc peut-être on va expliquer un peu plus avec un exemple. Globalement, si on résume, les services de sécurité dits SSE que Netscope va pouvoir apporter, ça va être du SWG, donc basiquement du proxy en cloud, ça va être du Next-Gen SWG, ça va être du RBI, ça va être du Cloud Firewall, ça va être du CASB, ça va être de la prévention de menaces, ça va être du DLP, de la data protection, tout un tas de choses. Et finalement, à chaque fois, on comprend qu'on peut exécuter ces services de sécurité parce qu'on est sur le chemin du trafic. Malgré tout, il y a des exemples d'usage très très simples, comme par exemple, je partage un document dans une application SaaS à un autre utilisateur. À aucun moment, ce document va passer par mon poste. Il va aller de SaaS à SaaS parce qu'en fait, on change les droits. Donc ça veut dire que la notion inline, elle n'est pas du tout suffisante. Donc c'est pour ça qu'on a une notion de CASB dit API. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, Saber, c'est de savoir si ce CASB inline et ce CASB API sont des fonctions qui sont complémentaires, qui sont indépendantes, qui sont unifiées. Finalement, quel est l'intérêt d'avoir les deux ? Du coup, avoir ce genre d'intégration différente, donc avec l'API et l'inline, ça permet de couvrir différents use cases. Comme a dit Christophe, par exemple, avec l'API, ça va nous permettre de contrôler, d'avoir une visibilité sur l'exposition des fichiers at rest. Donc, ça va nous permettre de voir si un fichier est partagé avec l'extérieur, avec qui. Et la partie inline, ça va nous permettre d'intervenir sur le flux en temps réel. Mais par exemple, ce genre de cas d'usage, en fait, la partie inline, le flux en soi ne nous permet pas de voir si, par exemple, un utilisateur il va uploader un fichier sur un site SharePoint qui est déjà partagé à l'extérieur. Ce qui peut représenter un risque si la donnée est sensible. S'il va uploader un fichier sur un channel Slack qui a déjà des utilisateurs externes. Donc nous chez Netscope, et c'est notre vision, c'est de dire en fait, pour assurer une sécurité cloud efficiente, le but c'est de combiner, d'unifier ces différents produits, donc CASB API, CASB Inline, le SSPM, le CSPM, et les utiliser l'un au service de l'autre afin de couvrir des cas d'usage. Donc on va prendre juste un exemple où on va faire discuter la partie CASB API et la partie inline. En fait, on va utiliser la partie CASB API pour récupérer le contexte que nous n'avons pas dans le flux en temps réel. Et avec ces données récupérées par le CASB API, ce contexte-là, on pourra appliquer du filtrage en temps réel pour éviter que le risque ou une exfiltration de données n'arrive. Donc, avec ce cas d'usage, en fait, on va prendre l'exemple de Slack, mais on va en avoir d'autres qui vont arriver. Donc, on va récupérer le contexte via l'API avec l'exposure des channels Slack. Ensuite, quand l'utilisateur en fait, va essayer, par exemple, d'uploader un fichier sensible sur ce channel Slack qui est partagé à l'extérieur, vu qu'on va connaître cette exposition via la partie API, on peut, par exemple, bloquer un upload d'un fichier sensible. On peut afficher un message à l'utilisateur en lui disant « Vous êtes en train d'uploader un fichier sensible sur un Slack, par exemple channel qui est partagé à l'extérieur, ce qui peut représenter un risque pour l'entreprise. » Donc l'idée, c'est de pouvoir appliquer, par exemple, ce genre de policy pour éviter que un utilisateur partage ce genre de fichier alors qu'il ne sait même pas potentiellement que le Slack est déjà partagé en externe. Donc cette notion de contexte qui est récupéré de la partie API, c'est quelque chose sur laquelle, au côté Netscope, on est en train de travailler avec d'autres cas d'usage, par exemple sur de Office 365, où, par exemple, un utilisateur peut uploader un fichier sensible sur un site SharePoint qui est déjà partagé à l'extérieur. Le but, c'est d'éviter le risque pour la data de nos clients avant que le flux n'arrive sur un site qui est déjà partagé et que ça soit trop tard. La partie API permet d'avoir cet audit, permet d'avoir ce contexte, et la partie inline nous permettra au fur et à mesure de pouvoir appliquer des contrôles en temps réel en connaissant le contexte. Très bien, merci. C'est fini ? Oui, très bien, c'est fini. Alors, merci Saber. Donc, vous avez bien compris, finalement, le cœur de métier de Netscope, c'est vraiment de vous aider à réguler la collaboration dans vos applications SaaS, mais pas que. Okay, on peut aussi parler d'applications on-prem ou ce genre de choses. Moi, je vous invite à passer sur notre stand et à venir nous voir si vous avez de plus amples questions. On est sur le stand D34. Venez nous exposer vos problématiques, vos cas d'usage, la manière dont vous rencontrez des difficultés à établir tel ou tel mécanisme de sécurité dans le partage des documents, dans la partie data protection ou autre, et on viendra vous démontrer avec des démonstrations vivantes
comment on peut vous aider à combler tel ou tel gap sur cette partie-là. Et je vous remercie pour votre attention et nous sommes à l'heure. Merci à tous.